voici à nouveau ensemble pour cette semaine pour 2 nouveaux numéros. Et au menu ce jeudi, des innovations béninoises, qu'elles soient technologiques ou agroalimentaires. Les dames du rendez-vous de midi nous en parlent. Et lui, c'est monsieur Bruno Swali pour nous donner un cours sur le titre foncier, sur la façon de l'obtenir. Et le meilleur étant toujours pour la fin, Hermone nous fera découvrir entre autres une église sud-africaine où l'alcool est le socle même de la bénédiction. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à vous et bienvenue. Bruno, bonjour. Bonjour à vous Mylène, bonjour à Ariane. Vous êtes toutes deux très belles ce matin. L'une dans, je dirais, un agencement de couleurs orange-blanc, très joli. Et Ariane qui sort la grande classe comme d'habitude. En tout cas, nous avons vu, on a pris note. Le reste, on va dire après. Après, en coulisses. Voilà. Ariane, bonjour. Bonjour Mylène. Bruno, bonjour. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez salué avant moi? Il est à ma gauche, tu es à ma droite. Ça ne veut rien dire. C'était juste un choix comme ça. C'est un choix. D'accord, en tout cas, je suis très Prochainement, on commence heureuse par la droite. d'être avec vous ce midi. Alors, dans référence, on reste dans le même registre que celui du jeudi dernier. On parle agroalimentaire et celui qu'on va découvrir ce midi trouve des solutions aux agriculteurs. Il s'investit dans la conservation des tomates pour éviter aux producteurs des pertes. Armel Ganrouedo se présente à nous à travers cet élément. Suivons ensemble. Je m'appelle Ganrouedo Armel, entrepreneur promoteur des jardins Fenou, spécialisé dans la fabrication des purées de tomates. Tout au début, l'expérience est partie d'un constat général qui est la perte que nous constatons sur la tomate. Et puis, j'ai commencé par réfléchir sur la question et puis il m'est venu à l'idée de transformer cette tomate et de récupérer ces pertes-là. Donc, j'ai pensé premièrement à la purée de tomates et puis j'ai acquis des expériences et des informations aussi pour pouvoir accumuler et faire sortir ce que nous avons là, qui est la purée de tomates. Je me suis informé, j'aime bien m'écouter les professionnels du domaine, les ingénieurs, et puis nous avons travaillé sur la conservation du produit. D'abord, elles sont grandes. On parle déjà du financement, qui est chose rare. Personne ne finance personne. Nous allons, sinon je vais déjà avec mes propres fonds, juste là. Et puis à part ça, il y a la question de l'acceptation du produit béninois. Il est difficile pour les gens d'accepter le produit made in Bénin. Et nous sommes spécialisés dans le bio. Le bio, c'est un truc qui n'est pas conservé avec des produits chimiques. Et cette conservation est encore plus chère pour le producteur et quand même plus bénéfique pour le consommateur, ce que nous ignorons parfois. Donc, il y a les difficultés concernant le financement et puis il y a les difficultés concernant la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle n'existe pas presque, on va dire, parce que c'est un travail très pénible. Il faut décortiquer les tomates étape par étape, étape par étape. Et puis, nous avons besoin aussi de la main-d'œuvre. Nous avons 2 dizaines d'employés. Des femmes qui se sont mis en groupe et puis des hommes qui suivent l'atelier de production. L'entrepreneuriat, comme nous le savons tous, c'est la solution. Parce que j'ai déjà donné l'exemple de la tomate, il faut agir. Est-ce qu'il faut attendre quelqu'un? Non. Donc c'est la responsabilité de la jeunesse de prendre l'avenir en main. Déjà, depuis que j'ai lancé ma tomate, j'ai des appels d'un peu partout, de divers horizons, Canada, un peu partout. Des gens qui veulent apprendre de moi, des gens qui veulent m'apporter pour que le produit soit plus commercial ou plus accepté. Donc, je pense que c'est un bon chemin et c'est le chemin pour l'Afrique. Il n'y a que par l'entrepreneuriat que nous pouvons créer de l'emploi. Donc, on crée aisément de l'emploi et puis on fait travailler notre génie créateur à travers ce que nous offrons. Bon, j'exhorte toute la jeunesse et tout le peuple béninois
à avoir l'esprit du consommer local. Alors une solution innovante, pas que pour les agriculteurs, mais également pour nous, dames. On sait Pas seulement les comment Pas seulement les dames. hommes, C'est dire vrai que les ce hommes sont cuisinent généralement, rarement. les dames qui cuisinent, mais pas seulement pour les dames. Il y a aussi des hommes qui cuisinent. Mais les hommes passent Et plus très de temps. bien, en Les plus. femmes passent Comme plus moi. de temps à la Soyez cuisine. direct comme moi. Bruno, il cuisine bien. Et il Bon. utilise de la tomate. Tu Je- sais pasteuriser la tomate déjà? Je m'essaie. C'est pas toujours simple hein, de pasteuriser. On ne réussit pas toujours. Donc, parfois, vous n'avez pas le résultat escompté. Mais voilà, c'est quelque chose à faire. Et là, je crois qu'il a une idée. Elle n'est pas forcément originale, mais elle est encouragée. Et elle est vraiment osée parce que lorsque vous vous lancez dans, je dirais, la conservation des produits tels que la tomate, c'est assez risqué parce que nous sommes dans des pays au climat relativement chaud et on sait que la chaleur ne fait pas forcément du bien à ce genre de produits-là. Donc, c'est vraiment osé d'embrasser ce domaine-là et de surtout s'en sortir. Maintenant, j'ai vu dans la procédure, la manière de traiter la tomate, comment la laver, comment essayer Retirer d'extraire les pépins, etc., moudre et ensuite en faire la purée pour pouvoir la conserver. Le procédé, on va dire que, voilà, il y en a qui aiment la tomate avec les Avec pépins les aussi. pépins, oui, bien sûr. Donc, j'espère qu'il aura l'idée de peut-être faire les deux sortes avec pépins, la purée avec pépins et sans pépins, parce qu'il y en a qui aiment ça avec pépins, parce qu'ils Ouais, estiment. Je ne connais je pas les fais valeurs partie nutritives, de mais il y en a ceux-là, qui estiment Bruno. que c'est dans les pépins là qu'il y a vraies les vitamines, donc ils aiment prendre tout comme ça. Donc, ce serait bien de faire les deux pour que chacun puisse se retrouver à travers ces produits. Et Ariane, on sait comment les tomates pourrissent si vite et on sait combien de fois c'est lent pasteuriser de la tomate à la maison. Oui, Donc bien avoir sûr. déjà un tout fourni là, ça nous allège C'est pas la mal. tâche. C'est vrai que ça nous facilite la vie, surtout à des gens comme Mylène qui n'aiment pas trop se gêner. Ah ouais? C'est vrai ou pas? C'est faux, Non, c'est non, faux. Quand il on va s'agit faire- de la cuisine, on va embellir j'y la consacre phrase. assez de temps. Surtout pour des gens comme Mylène qui, à cause des obligations professionnelles, Ah ouais, n'ont oui. pas assez de temps. Non, mais D'accord, avouons c'est quand c'est même. exactement ça. Oui. En fait, je la taquinais parce Ah que oui, non. avouons quand même que Mylène aime cuisiner. Voilà, Oui. ses statuts tout Oui. le temps, Ça- c'est la ça se voit. cuisine, Oui. Sauf surtout qu'elle la n'invite- pâtisserie. Sauf qu'elle n'invite jamais personne. Donc là, moi, je peux douter personnellement jusqu'à ce que je sois invité et que j'atteste, après avoir mangé, qu'effectivement, ce que nous C'est voyons bon. à travers Ouais, les c'est ça. statuts, d'abord que c'est elle qui fait vraiment Et et que c'est qu'ensuite, bon. c'est succulent. Alors Armel, on l'encourage. Hein? Oui, on l'encourage. Je trouve quand même que c'est vrai. Bruno le disait, c'est pas forcément nouveau ce qu'il fait, mais c'est quand même, voilà, c'est un plus en réalité qu'il apporte. Et à travers son initiative, il pense quand même aux autres, aux producteurs, mais en même temps aux populations, aux producteurs, parce que voilà, des gens produisent de la tomate qui peut-être ils n'ont pas tout écoulé, ils sont obligés de peut-être jeter, où il y a des tomates qui se gâtent et tout, donc ce sont des pertes enregistrées. Et dans le même temps pour la population, parce qu'il arrive des saisons où il n'y a pas la tomate, Oui. donc du coup on peut rattraper en réalité voilà, cette saison-là par de la purée de tomates que lui, il produit. Donc, je trouve quand même que c'est à son actif. Et voilà, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Et Bruno, on t'envoie à son école hein, pour que tu puisses pasteuriser Oui. tes tomates à la maison. Apprendre davantage, c'est toujours un plus parce qu'on n'a toujours pas la main forcément. Merci à toi, Ariane. C'est moi qui te remercie. Et Bruno, tu nous parles du titre foncier. Oui, on vous parle du titre foncier ce matin. Vous avez peut-être le titre foncier du rendez-vous de midi. Mais avez-vous le titre Pas foncier peut-être. de votre domaine? Point d'interrogation. C'est une question, donc on va Alors, partir. le titre foncier, déjà, qu'est-ce que c'est et comment l'avoir? C'est dans autant savoir. Bruno? Oui, Mylène, dans tout ce que vous avez dans la vie, tout ce dont vous devenez propriétaire, vous avez l'obligation de renforcer votre titre de propriété vis-à-vis de cet objet-là. Donc, lorsque vous achetez une moto, lorsque vous achetez même un stylo, bon, c'est vrai que c'est Non, assez pas banal. un stylo. C'est assez banal. Non, mais c'est une manière de parler. Vous avez l'obligation normalement de renforcer votre titre de propriété autour. Par exemple, en demandant un reçu d'achat, en demandant des pièces qui puissent véritablement conforter
votre titre de propriété. Et c'est pareil pour une parcelle. On sait que dans la vie d'un être humain, de tous les biens qu'il puisse avoir, que ce soit moto, voiture, on sait que les parcelles ou les domaines, les terres sont des plus importantes dans la vie d'un homme. Donc, c'est important lorsque vous acquérez des terres de pouvoir renforcer votre titre de propriété autour de ce bien-là. Et au Bénin, donc, on parle de titre foncier ou de certificat de propriété foncière également. Donc, un acte très important à avoir parce qu'en fait, obtenir le titre foncier, c'est faire immatriculer votre domaine en fait. Donc, nous allons revenir sur les détails, mais nous sommes allés à la rencontre du chef d'arrondissement de Herviers, qui est une zone en pleine viabilisation. Qui est revenu sur le certificat de propriété foncière et qui a parlé de long en large de cet acte-là qui est très important à avoir. On va le suivre et on revient juste après. Je dois commencer à rappeler que le titre foncier reste au terme de la loi le seul titre de propriété dans notre pays. Et dans ce sens, il consacre la pleine propriété de son détenteur et permet donc l'accomplissement des formalités y afférentes. Mais pour accéder au titre foncier, vous devez d'abord avoir des droits présomptifs de propriété. Le titre foncier étant le dernier et le seul qui consacre définitivement votre droit de propriété sur un immeuble. Et pour aller à ce titre foncier, vous devrez répondre à une procédure qui vous permet de produire des dossiers dans lesquels vous devez faire valoir vos titres présomptifs de propriété et qui permettent à l'administration, après instruction de votre dossier, de vous immatriculer ce domaine. Vous savez, le code foncier qui a été touché, qui a donné lieu en 2013 à ce qu'il convient généralement d'appeler nouveau code, mais qui n'est plus nouveau aujourd'hui parce que c'est quand même 2013. Ce test a essayé d'abord dans un premier temps de transformer le titre foncier en certificat de propriété foncière, mais très rapidement, pour des raisons techniques et de compréhension, un nouvel amendement de cette loi a ramené à nouveau le titre foncier pour venir remplacer à nouveau le certificat de propriété foncière. Donc aujourd'hui, vous avez en matière de titres, vous avez des gens qui détiennent le certificat de propriété foncière et vous avez également des gens qui détiennent le titre foncier. Dans la législation actuelle, les certificats de propriété foncière et les titres fonciers veulent dire la même chose parce que les deux documents ont la même valeur juridique et consacrent donc la pleine propriété de leur détenteur. Pour y arriver aujourd'hui, vous devez être titulaire de certains droits présomptifs, notamment au niveau des différentes terres ou immeubles, les différents immeubles que vous voulez immatriculer. En fonction donc de la zone, il y a des pièces essentielles que vous devez fournir. Et au nombre de ces pièces-là, lorsque vous êtes aujourd'hui dans une zone qui est déjà recasée, et vous n'avez besoin fondamentalement que de votre convention de vente et surtout de l'attestation de recasement. Auparavant, pour aller au titre foncier, vous devez forcément passer par la certification administrative de vos droits, et ce qu'on appelait communément le certificat administratif. Mais ce document, à la faveur du dernier amendement de la loi sur le foncier, n'est plus considéré comme étant le document présomptif, base donc de la procédure de délivrance. Vous avez donc aujourd'hui l'attestation de recasement qui s'impose comme étant la porte d'entrée à la demande du titre foncier lorsque vous vous retrouvez dans des zones déjà viabilisées, donc déjà ayant déjà connu le recasement. Mais lorsque vous vous retrouvez donc dans les zones rurales
où il n'y a pas encore eu l'urbanisation, il n'y a pas de recasement, où donc vous ne pouvez pas disposer donc, de l'attestation de recasement. Le législateur a prévu que vous soyez doté d'un titre présomptif qu'il a dénommé l'attestation de détention coutumière. Parce qu'on considère que lorsque vous êtes dans ces zones-là, vous êtes toujours sous le régime coutumier. Il y a souvent des terres qui ne disposent véritablement pas de papiers qu'on peut appeler droit présomptif. Et sur la base donc, de ces papiers-là, de ce papier qu'on appelle l'attestation de détention coutumière, votre terre qui est dans une zone rurale, vous pouvez également introduire le dossier pour solliciter qu'on immatricule votre immeuble et qu'on vous donne le titre foncier. Il vous suffit simplement que ce domaine dispose d'un levé. La loi dit un simple levé. Au départ, il y a un simple levé que vous fournissez avec le papier de droit présomptif que vous avez. Je l'ai expliqué déjà tout à l'heure. Le papier de base, attestation de détention coutumière ou attestation de recasement, avec le simple levé. Et il y a un formulaire de demande que vous allez vous rapprocher de l'Agence nationale du domaine du foncier ou de ses démembrements. Vous savez, notre pays a 14 bureaux communaux de domaine du foncier, et notamment la commune de Caravi seule dispose d'un bureau communal compte tenu de son étendue. Donc vous vous adressez à l'ANDF, dont le siège est à Saint-Rita, ou alors dans l'un des bureaux communaux du domaine du foncier, avec donc votre levé, avec la copie de votre carte et de votre convention, et selon le cas avec l'ADC ou l'attestation de recasement, et puis le jeu est joué. Une fois que vous remplissez le formulaire là-bas, c'est à ce niveau-là, vous payez une caution. Vous payez une caution. La caution vise à garantir l'exécution des différentes tâches par l'administration. Donc on vous donne une caution en fonction donc de la nature de votre domaine, de sa situation. Une caution vous est donc fixée. La grosse nouveauté, c'est que une fois qu'on vous fixe la caution et que vous payez sur toute la ligne, vous n'avez plus à payer d'autres différents acteurs. Voilà, Mylène, c'était des explications donc, du chef d'arrondissement de Herviers sur l'acquisition du titre foncier et dire que donc, sur le terrain, vous allez remarquer que d'autres ont le certificat de propriété foncière, d'autres ont le titre foncier. C'est pareil parce qu'à un moment donné, la loi modifie un peu l'appellation de cette pièce. Maintenant, dire également que d'aucuns se demandent souvent combien faut-il payer pour pouvoir obtenir le titre foncier. C'est en fonction en fait de votre domaine. Donc, il n'y a pas une caution fixe pour le faire. Donc, dépendant de votre domaine, si vous voulez un titre foncier pour un domaine de 1 hectare, ce n'est pas pareil que pour un domaine de 5, 10, 15 hectares. En plus, c'est et grand, aussi, plus... voilà, donc la caution, ça dépend aussi de l'emplacement. Est-ce que vous êtes en milieu rural? Est-ce que vous êtes en milieu urbain? Parce que lorsque vous êtes en milieu urbain, déjà qu'il faut présenter les papiers qui constituent des papiers à titre présomptif, alors comme l'attestation de recasement s'il y en a, etc. Mais en milieu rural, ce n'est pas le cas parce que les gens sont beaucoup plus sous le régime coutumier où c'est un chef de terre ou un chef de village qui distribue les terres, il n'y a pas de recasement, etc. Là-bas encore, la procédure est tout autre. Donc voilà, Mylène. Mais aussi, rapidement, avant de boucler, il faut dire que c'est possible aujourd'hui de faire des attestations de titres fonciers ou des attestations de propriété foncière collectivement. Ouais. Donc, c'est possible. Si vous et moi, nous avons des domaines qui sont rattachés, enfin, qui sont dans le même périmètre pratiquement, où nous partageons ensemble un hectare, donc, et que j'ai un demi-hectare, vous avez un demi-hectare, Mylène en a aussi, et Ariane en a, mais que c'est juste à poser, c'est que nous pouvons postuler tous les trois ensemble et demander un titre foncier unique à notre périmètre, en fait. Donc, c'est possible. Merci, et ça revient moins cher parce qu'en termes de contribution, ça revient moins cher. Merci. C'est moi. Alors, vous avez tous vu ces images qui circulaient sur la toile, les images dites d'ancêtres. Vous avez vu ces images? Bruno, tu as vu ces images? Oui, et surtout la polémique autour. Ça ne t'a pas du tout plu? C'est pas...
C'était comique, c'était ridicule. Moi, c'était pas si gai que ça. Ariane, tu en as pensé C'est vrai quoi? que les mots qui accompagnent ces images étaient plutôt drôles, mais en même temps, c'est pas drôle. Quoi. C'est pas du tout drôle. Non. Alors, on va faire le tour de la toile avec Herman Amengan. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Rebecca, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Rosita, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Raymond et bonjour aux téléspectateurs. Ravi de vous retrouver encore. Comment vas-tu? Ça va bien et chez toi Je même? vais bien. Bon, ton intérêt à aller bien, hein, tu es en rose, ta couleur préférée, je ne le souffre à personne, Herman le sait. Ouais, Donc, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. alors, Herman, on parle de la publication des photos dites d'ancêtres sur les réseaux sociaux, un challenge controversé qui divise la toile. Oui, alors de quoi s'agit-il? Il s'agit bien évidemment de photos de gens comme vous et moi qui sont publiées seulement, qui ont été reprises, comme cette photo-là par exemple qu'on voit où il y a deux dames assises sur une moto Vespa. On va retourner un peu en arrière pour voir donc cette image. Donc voilà par exemple ce monsieur, on dit Adesanya, le premier homme à refuser une grossesse. Il y a beaucoup. Voilà Bendoukoé, la première femme africaine à recevoir de l'argent pour faire son transport et qui n'est jamais venu. Donc, de ces genres d'images qui sont prises et à qui on attribue, on va dire, une sorte d'informations non vérifiées du tout. Ce sont des informations inventées donc, à l'emporte-pièce pour pouvoir essayer d'amuser un peu la toile. Donc, on va chercher des images de personnes comme vous et moi qu'on essaie de trafiquer ou dont on essaie de changer la couleur pour mettre ça dans une couleur qui s'apparente un peu à une photo d'ancêtre, comme on le dit. Et donc, on change le commentaire qui accompagne la légende, donc qui accompagne la photo. Et beaucoup aujourd'hui se sont dit, ben voilà, ce n'est pas normal que des gens prennent des photos d'autrui et qu'ils ajoutent voilà, des commentaires à la limite désobligeants. Et donc, quelque part, oui, il y en a qui estiment que non, bon, voilà, c'est pour amuser la toile, c'est pour amuser la galerie. Mais d'autres estiment que c'est un amusement un tout petit peu déplacé parce que ces images qui sont à qui on a changé de légende, ça peut être un frère à vous, ça peut être une soeur à vous, ça peut être un cousin, ça peut être un parent. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que dans le lot, il y a vraiment des personnes, des ancêtres, il y a vraiment des ancêtres ou des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont peut-être marqué l'histoire de leur communauté, qu'elle soit à petite échelle ou à grande échelle. Et donc, on prend les images de ces personnes à qui on attribue une autre légende. Quand vous voyez, par exemple, Mylène, la photo de votre oncle à qui on dit, voilà, le premier homme à avoir donné 5 000 à une femme et elle a refusé. Bref, des trucs dans le genre et dans ce style, dans ce registre, je crois que c'est un tout petit peu frustrant et c'est un challenge, comme on le dit, qui n'a vraiment pas prospéré sur Internet. C'est plutôt que de recevoir le j'aime, c'est-à-dire le pouce levé, c'est plutôt le pouce à l'envers. Mais il y en a qui ont apprécié, qui rigolent bien à la vue de ces images-là. Chacun y va de son commentaire. Évidemment, quand il y a un challenge sur Internet, il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Après, c'est la proportion de l'une ou l'autre des parties qui est, on va dire, qui est sous les feux de la rampe aujourd'hui, parce que lorsque ce challenge dit de photos d'ancêtres, de publication de photos d'ancêtres a reçu moins d'approbation voilà, que de personnes acquises à la cause de ce challenge-là. Et donc, quelque part, c'est ce qui rend surtout le challenge controversé. Après, c'est vrai, on est sur Internet et quand on y va, ce n'est pas forcément pour être sérieux, pour être rigide, mais dans le même temps, il ne faut pas frustrer, il faut respecter le droit à l'image. Becca nous en a parlé donc sur le rendez-vous de midi, le droit à l'image qui est important. Et donc, il ne faut pas frustrer les gens dans leur amour propre. Rebecca, tu en penses quoi? Tu penses que la recherche de j'aime, en quelque sorte, les j'aime sur les réseaux sociaux peuvent amener à tourner de ce genre de photos en dérision? Ben, je dirais que sur le plan professionnel, sur le plan juridique, le droit à l'image, on le disait tout à l'heure, c'est pas bien. Il ne faut pas exploiter les images d'autres personnes à des fins, on va dire, comiques.
Mais sur le plan personnel, j'ai rien contre. Honnêtement, j'ai rien contre. Parce qu'après tout, c'est pour amuser la toile. Et tout le monde sait que l'idée, en fait, c'est d'amuser. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y en a qui prennent ça personnellement. Oui, après, on n'a pas tous le même ceci humour, en fait. oui, voilà, on n'a pas tous le même ceci humour. dit, Donc, ce qui vous amuse peut ne pas amuser. Voilà, une autre personne. les avis sont partagés, mais personnellement, j'ai rien contre. Herman, on va au Sénégal. Oui, et à ça peut Dakar. unir tout le monde. Ah, ça, c'est sûr. Ça ne va pas susciter de la controverse. Et qu'on a dévoilé la ville futuriste qu'il compte bâtir au Sénégal. Oui, alors architecture tout en courbe, matériaux de pointe, studios de cinéma, hôtels, universités, hôpitaux, centres d'affaires et de loisirs. Le rappeur Akon a détaillé son projet d'Akon City, une ville futuriste du mythique Wakanda qu'il entend bâtir au Sénégal, son pays d'origine. Le coût du projet est estimé à 6 milliards de dollars et sera bâti dans un petit village de Mbodiène sur les rives de l'océan Atlantique à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. La ville future entend faire du Sénégal la porte d'entrée de l'Afrique, a dit le chanteur devant de nombreux journalistes sénégalais et internationaux. Je le cite: une de mes plus grandes motivations, c'est que quand je suis aux États-Unis, je rencontre beaucoup d'Afro-Américains qui ne comprennent pas vraiment leur culture. J'ai donc voulu construire une ville ou un projet comme celui-ci pour leur donner la motivation de venir voir d'où ils viennent, donc a dit Akon, né aux États-Unis de parents sénégalais ayant passé une partie de son enfance au Sénégal. Il est retourné à l'âge de 7 ans dans son pays natal où il a accédé à la notoriété. Vous voyez donc, c'est vraiment chic. Il veut bâtir le Wakanda comme on l'a vu dans Black Panther. On l'a évoqué lors de l'émission précédente, le décès de Chadwick Boseman, donc, qui avait était le personnage, le héros de Black Panther, et donc il régnait sur une région qu'on appelle le Wakanda, qui était une ville une région un tout petit peu fictionnelle. Et donc, Akon veut traduire cette région-là dans la réalité en construisant quand même beaucoup d'infrastructures qui vont faire de cette région-là la ville du futur. Avec toutes les technologies qui allaient dans dans Black Panther. Ouais. Et tu nous amènes découvrir une église assez atypique. Alors, Gabola, c'est une église en Afrique du Sud seulement. Cette communauté ne s'appuie sur aucun livre saint. Leur credo, c'est la bière et l'alcool. Serment au gin ou à la bière, l'église sud-africaine Gabola, à l'heure de l'alcool retrouvé, suivez. Bouteille d'alcool en main, de joyeux fidèles s'installent pour le sermon. Peu orthodoxe, l'église Gabola en Afrique du Sud permet à ses paroissiens de boire pendant les offices. L'alcool est la seule chose qui nous relie à Dieu. Car si je suis sous l'influence de l'alcool, je suis sous l'influence du Saint-Esprit. Durement touché par la pandémie de Covid-19, le pays avait imposé un des confinements les plus stricts au monde et interdit la vente d'alcool pour désengorger les services d'urgence des hôpitaux, mettant les fidèles de l'église Gabola au régime sec. Mais l'interdiction a été levée mi-août et la dernière messe organisée dans une taverne de la banlieue ouvrière d'Evaton, à 50 km au sud de Johannesburg, a pu être arrosée. Maintenant que l'interdiction de la vente d'alcool est levée, tout est joyeux. Nous faisons la fête. Is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Hallelujah, Black Label. Hallelujah, Black Label. Fondée en 2017 par Tissi Makati pour attirer ceux qui auraient été de toute façon rejetés par d'autres obédiences religieuses opposées à une trop forte consommation d'alcool, l'église Gabola célèbre généralement ses messes dans des pubs ou des restaurants. Ce n'est pas une excuse. Quand on y va, on ouvre une Bible, on lit un verset et on prie. Après, on se prosterne et on se désinfecte l'estomac avec une bière. Rien ne vaut Gabola. Chez Gabola, vous avez la chance d'apprendre, de grandir parce que vous êtes parmi des gens
qui ne vous jugent pas, qui vous permettent d'être vous-même. Prier et après faire la fête. On a le droit de se faire plaisir. On ne peut pas toujours aller voir Dieu et demander à Dieu. Dieu, non, ça ne marche pas comme ça. On mène notre vie et Dieu nous accepte comme nous sommes. Je le pense, je le sais et j'en suis sûr. Agabola, qui veut dire boire en Tswana, une des langues officielles en Afrique du Sud, on ne lit pas la Bible. Le fondateur de cette église affirme être en cours d'écriture de sa propre Bible. Il n'y a pas non plus d'offrande ni de quête pendant les offices. Les fidèles doivent tout simplement apporter de quoi boire. Edmond, on se convertit bientôt? On verra bien. On verra bien. C'est vrai que c'est tentant, mais bon. Déjà, c'est pas pour ceux qui ne supportent pas la bière. Non, hein, pas pour ceux qui ne supportent pas la bière et l'alcool. La bière et l'alcool. Si vous n'êtes pas accro si vous êtes allergique, allergique à la bière et à l'alcool, c'est pas une église pour vous. Mais en même temps, moi je me demande, est-ce que c'est réellement... Il faut chercher à savoir les fondements. Il vénère l'alcool ou bien il vénère Dieu. Mais il faut chercher à savoir. Et à la fin... Dieu. Non, à la fin, on a entendu, il dit qu'il est en pleine d'écriture de sa propre Bible. Ça veut dire que la réponse est toute trouvée. C'est pas le Dieu, c'est l'alcool et c'est eux-mêmes avec... Après, on va pas faire un débat religieux, mais chacun atteint Dieu à sa manière et à sa façon. Ah, donc prendre l'alcool, il faut atteindre Dieu, c'est ça? Mais c'est bien possible, on a tous une relation particulière et unique avec Dieu. Et la relation passe par l'alcool? Peut-être. S'ils sont persuadés, pourquoi pas? De toutes les manières, la religion, on n'en discute pas. On n'en discute pas vraiment. C'est des choses qui ne se discutent pas. Non. Merci Edmond, belle découverte. Tout le plaisir était pour moi. Alors Rebecca, tu nous fais découvrir des feux tricolores made in Bénin dans Innovation. Oui, aujourd'hui on parle des feux tricolores et c'est la start-up Alivo qui signifie aussi route paisible, si on veut traduire littéralement Alivo en fond, route paisible. Alors c'est une start-up qui évolue dans le domaine du trafic routier au Bénin. Elle a conçu des feux tricolores équipés de caméras de surveillance qui fonctionnent grâce à un panneau solaire, ce qui veut dire que sans même l'électrification, ces feux peuvent continuer par fonctionner. Alors, à l'origine, 3 jeunes béninois, Cédric Soudé, Paulin Datondi et Franck Kagny. Mylène, je vous rappelle que c'est une innovation 100% béninoise. Il n'y a pas du tout de l'importation, voilà. Non, c'est 100% béninoise. Alors, Alivo 2.0, c'est le nom qu'ils ont donné. Ils ont baptisé Alivo 2.0. Est mobile et solaire, mais il dispose de 2 systèmes essentiels. Un système de minuterie pour temporiser l'usager de la route, une régulation automatique de la durée d'attente suivant la densité du trafic routier. Mais d'où est partie l'idée? Pourquoi cette innovation? Je vous invite à suivre cet élément où les fondateurs nous expliquent davantage. L'idée nous est venue de plusieurs constats. Nous avons des carrefours qui disposent de feux tricolores défectueux et qui ne sont pas réparés. Nous avons des carrefours dont les systèmes sont présents, à vue d'œil, on les voit en état, mais ça ne fonctionne pas. Et puis d'autres carrefours qui nécessitent des dispositifs de régulation, mais qui n'en ont pas. Ça nous a permis de développer, dans un premier temps, ce module que vous avez derrière moi, qui est le module que nous avons appelé Alivo 2.0, qui se veut être mobile. La mobilité, c'est une philosophie qui permet de réguler de façon ponctuelle un carrefour qui est dans une congestion ou dont le dispositif existant est tombé en panne ou a subi des dégâts liés à l'incivisme. La technologie est domestiquée aujourd'hui au Bénin. Nous sommes capables d'entrer en usine, en atelier et de sortir un feu de A jusqu'à Z sans forcément acquérir des modules à l'étranger. Nous avons utilisé les logiciels informatiques pour faire les simulations. Une fois sur le terrain, le système fonctionne dynamiquement. C'est-à-dire quoi? Le fonctionnement n'est pas le même durant toute la journée. Dans une tranche de données, l'ordinateur réagit en fonction du flux qu'il a. Dans la matinée, on a un flux important qui quitte derrière terrain.
Donc dans la matinée, le système donne plus la priorité à ceux qui viennent de derrière terrain. Et le soir, on a le phénomène contraire. Ceux venant de Fivadi ont plus de priorité, c'est-à-dire leur verre est beaucoup plus conséquent. Pouvoir depuis un centre de monitoring, avoir tout le carrefour en vue et interagir dessus. Et l'autre chose qu'on pourrait dire, c'est que ces informations vont plus tard servir à l'administration. Je suppose dès qu'il y a un incident sur le carrefour ou dès qu'il y a un accident, c'est-à-dire déjà depuis la base, on alerte directement les sapeurs-pompiers et puis la réaction va être plus prompte à l'avenir. C'est des étudiants en fin de technique qui ont eu cette initiative que je juge heureuse. Et le fonctionnement de ce feu, je l'ai trop admiré. Ça limite les accidents que nous rencontrons par-ci par. C'est très bon. On va continuer comme ça. C'est bon pour le Bénin. Cette innovation de la start-up Alivo permettra sans doute de tendre vers le point 3 des objectifs de développement durable. Alors, c'est aussi une source de perspective. En inventant ces feux de signalisation, la start-up Alivo a stimulé bien d'idées aux autorités béninoises. Les autorités ambitionnent déjà d'étendre ces feux de signalisation Made in Bénin sur les autres grandes villes du pays, puisque actuellement, ces feux sont installés au niveau du carrefour du 10e arrondissement de Cotonou, en tout cas pour ce que nous savons. Ensuite, il se peut que le pays songe à installer un centre de monitoring. Cela devra se faire en vue de prévenir et de limiter davantage les accidents de la circulation. Finalement, on reconnaîtra que les feux tricolores Alivo vont probablement déclencher bien de perspectives pour la surveillance routière. Et cela ne sera pas une surprise car le kit d'essai comporte également une caméra de surveillance. Alors, il faut dire aussi, pour finir, que dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le Covid-19, la start-up Alivo Technologies utilise son dispositif de feu tricolore intelligent pour sensibiliser tous les usagers au carrefour où il est installé sur les gestes barrières et de prévention. La start-up Alivo développe actuellement des systèmes technologiques de stérilisation et pulvérisation. Voilà, donc toutes nos félicitations à ces jeunes béninois, on les encourage vivement. C'est le Bénin qui gagne. De telles initiatives prouvent tout simplement que la jeunesse est capable. Il suffit d'avoir la volonté, il suffit de persévérer, voilà, en eux surtout, de croire en soi, voilà, et on peut y aller. Armand, tu as vu ces feux tricolores, ces feux qui te décomptent même le nombre de temps que tu as toujours à passer là. Oui, c'est justement ce qui est intéressant dans ces feux tricolores Made in Bénin, parce que vous vous rendez compte à des moments donnés, lorsque vous êtes dans le feu tricolore, vous vous impatientez, et donc vous ne savez pas fondamentalement combien de temps il vous reste. Du coup, lorsque vous avez le décompte qui est là, vous savez que oui, j'ai tel nombre de secondes à faire. Et ce qui est aussi important à souligner, c'est que ça fonctionne sur panneaux solaires. Donc, certainement, lorsqu'il y a coupure d'électricité, c'est vrai que c'est bien rare ces derniers temps-ci, sinon ces dernières années. Mais lorsqu'il arrive quand même par moment qu'il y ait coupure de courant, c'est que ces feux-là continuent à fonctionner. Parce que les autres feux tricolores, étant sur le réseau électrique, voilà, ils ne fonctionnent plus quand il y a coupure d'électricité. Et donc, ces feux-là, qui sont sur panneaux solaires, vont continuer à fonctionner. Donc, il sera important d'étendre, pourquoi pas, sinon à l'intérieur du pays, sur toute l'étendue du territoire national, ces feux tricolores qui sont d'une rare ingéniosité de jeunes béninois. Tout à fait, c'est du travail, c'est aussi des financements, donc vivement que, bon, c'est sûr déjà même que le projet il est là, et que, exactement, donc bon, on espère que ça ira mieux et que désormais, sur toute l'étendue du territoire national, on aura des feux tricolores Made in Bénin, Alivo, la start-up Alivo. Merci Rebecca. Tout le plaisir. Alors on parle de l'asthme chez les enfants. Comment reconnaître le mal et quelle prise en charge? Nous allons parcourir quelques points clés de la prévention et de la gestion d'une crise d'asthme chez un enfant avec Marcel Betoro. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Emmanuel. Bonjour Marcel, bonjour à tous. En fait, bonjour à tous, c'est devenu mécanique. Et tu dis bonjour Marcel sans regarder Marcel, tu regardais dans la cam, pourquoi? Peut-être Marcel est représentée par les téléspectateurs. Alors, ce midi, tu t'intéresses aux enfants, au bien-être des enfants.
Exactement, nous allons parler de l'asthme chez les enfants, comme vous avez déjà introduit, mais il faut d'abord rappeler que l'asthme est une maladie inflammatoire et chronique des bronches, c'est-à-dire des voies aériennes. Il peut intervenir chez le sujet dès le bas âge jusqu'à 70 ans, c'est-à-dire depuis votre âge bébé jusqu'à 70 ans. Donc, l'asthme n'est pas une maladie qu'on peut éviter à une certaine âge. C'est possible de contracter cette maladie-là, peu importe votre âge. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'asthme chez le nourrisson. Il est déjà difficile de définir en épidémiologie l'asthme chez le nourrisson, mais il faut noter que l'asthme chez le nourrisson est quand même compliqué par la fréquence de prévalence des sifflements chez le nourrisson. Au sein de l'asthme du nourrisson, il existe deux entités qui ont été bien individualisées en fonction du pronostic à moyen terme. Nous avons l'asthme simple et l'asthme aigu. Quand on parle de l'asthme simple chez le nourrisson, il faut noter les siffleurs transitoires. Ils représentent environ 20% de la masse. Aussi, il faut dire parmi ces 20% d'enfants qui souffrent d'asthme simple, il y a 59% de ces enfants-là qui présentent ou qui affichent un sifflement précoce. Et donc, leurs symptômes respiratoires ont disparu à l'âge de 6 ans et ils sont également exposés au tabagisme passif et ont un calibre des voies aériennes diminué. Par contre, au niveau de l'asthme aigu, l'asthme aigu est représenté par des siffleurs persistants à l'âge de 6 ans. Vous voyez la différence? L'autre, ça s'arrête à 6 ans, mais par contre, ici, ça commence à partir de 6 ans. Eh bien, ils ont plus souvent des tests cutanés positifs et une fonction respiratoire altérée, que le sujet siffle ou pas, de façon précoce ou pas. Alors, l'asthme chez l'enfant est défini en épidémiologie comme le diagnostic qui spécifiquement est peu sensible, soit par les symptômes ou soit par la présentation de complications respiratoires. L'asthme et l'atopie sont très liés chez l'enfant. Les facteurs de risque sont génétiques. Il y a l'allergie, déjà. Quand vous êtes allergique, vous pouvez contracter facilement l'asthme. Ou si l'un de vos parents avait déjà cette maladie-là, voilà, il est héréditaire. Et s'il y a également des facteurs, surtout environnementaux, qui favorisent cette maladie chez vous. Nous allons dire également que l'asthme chez l'enfant, a un mode de traitement spécifique. Et le mode de traitement de l'asthme est défini toujours par un pédiatre. Ici, nous allons donner quelques exemples de modes de traitement de l'asthme. Déjà, il faut reconnaître que le principe de traitement de l'asthme est obtenu après un contrôle réalisé par un pédiatre chez le sujet qui porte le mal. Il y a les crises déjà répétées, qui donnent des signes ou qui sont caractéristiques de la maladie chez l'enfant. Il y a également une liberté bronchique totale et permanente entre les éventuelles crises. C'est des indices qui permettent déjà au pédiatre de pouvoir diagnostiquer le mal chez vous. Il y a également que l'asthme chez l'enfant peut avoir des activités physiques et sportives très limité. Donc, tous ces signes que je suis en train de donner caractérisent déjà un début d'asthme chez le sujet portant la maladie. Et bien, en ce qui concerne le mode de traitement, il y a souvent une posologie, si je prononce bien le mot, qui est donnée pour accompagner ces enfants qui souffrent. Il y a d'abord des recommandations. Nous allons parler d'une bonne hygiène respiratoire, arrêt de tabagisme passif et éventuel actif dans le cas des adolescents, la suppression des polluants, c'est-à-dire vous devez faire attention à ce que l'environnement dans lequel se trouve le sujet ou l'enfant malade soit bien aéré. Il y a éviter les irritations, les évictions des allergies quand cela est nécessaire. Il y a également des mesures qui concourent du moins à la réduction de l'inflammation bronchique. Ces mesures-là, je pense que les pédiatres sont mieux indiqués pour nous donner des précisions. Il y a également une bonne éducation de l'enfant et de ses parents par le médecin, déceler l'aggravation de l'asthme, reconnaître les situations asthmogènes, suivi de la fonction respiratoire à domicile par mini-dimétrie.
Et la plupart des médicaments que l'on prescrit quand vous souffrez de l'asthme sont des médicaments anti-asthmatiques délivrés par inhalation. C'est-à-dire, pour traiter l'asthme, vous avez plusieurs médicaments, mais généralement, c'est des médicaments que l'on inhale. Pour permettre au sujet de mieux respirer, parce que c'est un problème de déficit respiratoire qui se pose. Donc, dans ce cas, c'est beaucoup plus des médicaments anti-asthmatiques. Ceci permet en effet de faire parvenir les médicaments directement au niveau des bronches, avec une action rapide en limitant les effets secondaires. Donc, il y a 3 types de dispositifs que nous pouvons citer déjà. Il y a l'aérosol, d'accord, doseur, qui est un vecteur de gaz contenu dans un petit flacon. Et la conception permet de délivrer une dose standardisée à chaque bouffée. Donc, compte tenu des difficultés techniques pour inhaler correctement le AD, il est souvent utile, voire indispensable, d'utiliser une chambre d'inhalation qui peut être munie d'un embout buccal ou d'un masque bucco-nasal. C'est pour soigner les enfants. Les enfants eux-mêmes peuvent se le faire, hein, Herman, ce type de traitement. Oui, c'est un traitement qui ne nécessite pas forcément, sinon on va dire quoi, c'est une action qui ne nécessite pas forcément une interaction. Donc, lorsque vous êtes asthmatique, c'est important, même si c'est un enfant qui soit toujours muni de son appareil, de son inhalateur qui lui permet quand même de se régénérer, le temps quand même d'aller prendre des soins de santé. Et vous avez certaines personnes qui sont asthmatiques et qui oublient, c'est très dangereux. Certaines personnes sont asthmatiques et oublient de se déplacer avec leur inhalateur alors que vous ne savez pas à quel moment la crise d'asthme peut subvenir. Et donc, c'est toujours important lorsque vous savez que vous souffrez d'asthme, d'abord d'éviter des endroits poussiéreux, des endroits où vous voyez qu'il y a beaucoup de poussière dans l'air. Qui nous amène à éteigner. Qui nous amène à éteigner tout le temps. Et donc, de vous munir de votre inhalateur. Et dès l'instant où ça vous prend, vous pouvez déjà inhaler quelques gaz, le temps de vous remobiliser. Et tu t'imagines, l'asthme pour une personne, pour un adulte, est déjà compliqué, c'est déjà difficile à gérer. Donc, un enfant qui a de l'asthme, c'est la totale. Oui, c'est vraiment laborieux, c'est vraiment pénible pour cet enfant. Surtout lorsqu'il s'agit des enfants en bas âge, il va falloir tout le temps le contrôler parce qu'il n'est pas forcément, on va dire, il n'est pas encore vraiment conscient du mal qu'il est en train de traîner. Et donc, dans ces conditions, il va falloir que les parents veillent véritablement sur lui. Et à un moment donné, lorsqu'il grandit de plus en plus, on lui fait comprendre la situation qu'il traverse pour qu'il soit muni, en tout cas, tout le temps de son inhalateur. Maintenant, guérir de l'asthme, je pense que les médecins sont mieux placés pour nous dire si on peut définitivement guérir de l'asthme ou pas. Mais pour l'instant, il y a des traitements appropriés que les pédiatres chez les enfants, parce qu'on parle de pédiatres chez les enfants, donnent aux patients, aux parents pour qu'ils puissent quand même essayer d'aider un peu l'enfant à mieux respirer. Maintenant, chez les adultes, je pense que celui qui s'en occupe aussi, on doit avoir un médecin spécialiste dans ce cas-là. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à l'asthme chez les enfants. Et je pense qu'on va ramener un spécialiste bientôt qui va creuser davantage Il devait être là avec nous sur ce plateau, mais malheureusement, pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu honorer notre rendez-vous. On espère bien l'avoir jeudi prochain pour parler de façon précise et détaillée de ce problème d'asthme. La crise, quand ça vient, quand tu es à côté, ce n'est pas du tout agréable. Tu paniques même, toi, davantage que la personne concernée. Oui, c'est le drame, en fait, parce que lorsque vous vous rendez compte de la détresse respiratoire dans laquelle se trouve le patient ou voilà, la personne qui est asthmatique, ça vous fait flipper à la limite. Lorsque vous n'avez pas la tête sur les épaules, vous risquez de paniquer, mais ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment plutôt d'aller lui chercher, s'il n'en a pas un inhalateur, pour qu'il puisse très rapidement secourir et se retrouver. Ça lui permettra de reprendre des forces, en tout cas un tout petit peu de force, le temps d'aller consulter le médecin pour faire un diagnostic encore plus complet. Alors Marcel, tu nous reviens avec
Oui, avec le spécialiste, si possible, le jeudi prochain pour parler de façon précise de l'asthme chez l'enfant. D'accord. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure. N'oubliez pas les gestes barrières et portez-vous bien. Ciao, ciao.